réalise donc des milieux aquatiques du Haut-Doubs. C'est une structure qui a en charge donc, la gestion, et notamment aussi la restauration des milieux aquatiques sur son territoire. On est spécialisé aujourd'hui sur les tourbières, puisqu'on a une grande densité de ce type de milieu aquatique. Je voulais revenir un petit peu aussi sur le terme de gestionnaire, puisque nous, on réalise maintenant beaucoup d'études diagnostiques, d'études pré-travaux en régie, et on ne va pas forcément toujours aussi loin que ce qu'a fait Alexandre ou Pierre, puisqu'on est bien souvent limité dans le temps, et aussi au niveau financier. Donc voilà. Donc je vais vous apporter aujourd'hui quelques éléments des diagnostics qu'on a pu réaliser sur 2 tourbières, donc du massif jurassien, sur le complexe de milieu humide de Malpas. Donc ce sera seulement quelques éléments. Donc, on va dire une partie importante des projets de restauration qu'on réalise sont réalisés dans le cadre du programme LIFE Tourbières du Jura, donc qui vise à la restauration fonctionnelle de près de 60 tourbières sur massif jurassien. Le syndicat mixte de milieux aquatiques du Haut-Doubs, donc DISMAD, est l'un des bénéficiaires associés de ce programme et se concentre sur ce petit secteur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sites Natura 2000 sur lesquels se concentrent les études diagnostiques du complexe de milieu humide de Malpas, puisqu'en fait les projets de restauration dans le cadre des Live Tourbières se basent sur des sites Natura 2000. Donc ce site, il couvre près de 150 hectares, répartis sur 4 communes. Il est situé en tête de bassin versant, donc avec un climat montagnard, à une altitude de 900 mètres d'altitude, donc avec des hivers qui sont extrêmement rigoureux. On arrive à -20, -25 degrés l'hiver, donc avec bien souvent des nappes d'eau de surface qui gèlent, qui sont prises dans les eaux, ce qui va influencer bien sûr de façon importante la constitution de ces tourbières, et on a également des précipitations très importantes. Donc ce site Natura 2000 a la caractéristique d'être en tête de bassin versant, avec un complexe de milieux humides, puisqu'on va avoir à la fois un petit lac, de nombreux marais et tourbières de différents types qui sont interconnectés entre eux, avec un réseau hydrographique relativement dense. Sur ces milieux humides d'intérêt, on a eu l'installation d'un certain nombre d'espèces animales et végétales d'intérêt, donc comme le damier de la Sucise ou l'hypne brillante. Comme je le disais, le site se caractérise par un réseau hydrographique extrêmement dense, avec une multitude de petits ruisseaux qui sont alimentés par une quantité extrêmement importante de sources. On en dénombre près de 40 sur le site Natura 2000. Et aussi par une particularité, c'est la présence de pertes, qui sont également présentes en très grand nombre. J'en ai compté une vingtaine aussi sur le site Natura 2000. Et tout ça est dû en fait à un environnement géologique assez particulier. On le voit ici donc, sur ce modèle numérique de terrain obtenu par l'IDAR, donc avec ici donc, en rouge les zones les plus élevées en altitude, et puis en vert bleu les zones les plus basses. Alors naturellement le réseau hydrographique se concentre dans les dépressions, mais ce qui est plutôt remarquable, c'est aussi toutes ces buttes en fait, qui sont la conséquence de formations géologiques diverses. Vous avez le calcaire, donc on est sur le massif jurassien, on a un calcaire qui est aussi marqué par le karst, donc avec une quantité extrêmement importante de galeries, d'où ces pertes, d'où ces sources, donc qui rend en fait, qui permettent d'avoir un réseau hydrographique de surface qui est interconnecté avec un réseau hydrographique souterrain. Et donc sur cette assise calcaire, karstique, vous avez une quantité d'objets, on va dire glaciaires, donc mis en évidence par ces buttes morainiques
qu'on observe un petit peu partout. Alors ça, c'est uniquement la partie visible hein, de ces dépôts morainiques. Il y en a bien évidemment partout sur le site. Donc on avait réalisé une étude sur une autre tourbière à Ars-sous-Sicon. Et Capinarelli nous avait rendu ce petit schéma que je trouve assez parlant. Donc il faut imaginer que le Jura, c'est c'est plusieurs dizaines de mètres de calcaire fissuré avec un réseau complexe de galeries, des fois même plusieurs centaines de mètres, sur laquelle, suite au passage des glaciers, vous avez une interface imperméable qui a permis, donc en plus de la constitution de moraines intercalées, qui a permis en fait la rétention de l'eau en surface et donc la formation au cours du temps de différentes tourbières. Donc c'est ce qu'on a ici en fait sur le complexe de milieu humide de Malpa. Entre chacune des buttes morainiques et des bancs calcaires, vous avez eu l'accumulation au cours des siècles, plutôt des millénaires, de tourbes. Donc sur ce site, et dans le cadre du Live Tourbière du Jura, on s'est intéressé à deux tourbières particulièrement. Donc ça sera le Biébelin et la tourbière sud du lac de Malpa. On va commencer donc par la tourbière du Biébelin. Cette tourbière, elle se présente ainsi, c'est un haut marais, donc représenté principalement en son centre par des communautés rases, plutôt des calunes, linégrètes. Et vous avez finalement l'avancée d'une strate arborescente sur les côtés qui évolue des côtés vers le centre et qui est principalement représentée par l'épicéa. Donc c'est une tourbière ombrotrophe qui a la particularité, et puis c'est plutôt original dans le massif jurassien parce qu'on trouve plutôt des tourbières de pente, mais là on est vraiment sur une tourbière donc limnogène, donc créée par l'atterrissement d'un plan d'eau. Et vous avez donc en surface une alimentation en eau qui est plutôt un mélange entre des eaux météoriques et puis des eaux minérotrophiques. Donc la particularité du massif jurassien, on le retrouve sur beaucoup de tourbières, c'est que finalement cette végétation qui est plutôt caractéristique d'une nappe d'eau ombrotrophique, oligotrophique, acide, avec donc des communautés végétales adaptées, est présente en fait un gradient au niveau de sa nappe, donc positif, de conductivité de pH en fonction de plus on va en profondeur. Donc avec des conductivités des fois qui vont jusqu'à 600 microsiemens au plus proche du socle minéral. On l'a vu tout à l'heure, hein, donc l'épicéa prend du terrain, avance petit à petit sur la tourbière. Alors c'est sans doute la conséquence en fait des assauts répétés de l'homme pour assécher le site. Donc à travers, dans un premier temps, l'assèchement des fosses de tourbage hein, pour l'exploitation de la tourbe à des fins de production de combustible, puis après une envie délibérée en fait de drainer la zone pour y planter des épicéas sur les pourtours. Donc on est en droit aussi de se poser la question suivante, c'est une hypothèse qu'on avance de plus en plus sur le massif jurassien, c'est quel a été en fait l'impact de l'homme, quel a été l'impact de l'homme sur, on va dire, l'ombrotrophisation de ces tourbières, qui présentent pourtant une alimentation majoritairement géotrophe, avec des eaux calco-carboniques, et donc à la marge, sur les quelques premiers centimètres de surface, une eau en mélange avec des propriétés plutôt typiques des eaux météoriques. Donc je resterai là-dessus sur cette question pour cette tourbière, on pourra en reparler plus tard. Et je vais passer donc à un second site, c'est la tourbière du sud du lac, donc qui a été en fait formée par le même processus d'atterrissement d'un plan d'eau. Seulement ici, on observe encore le lac qui progressivement se comble. Cette tourbière, par contre, ne présente pas d'ombrotrophisation. On y observe plutôt des communautés végétales qui sont inféodées donc à des saussaies marécageuses, à un bas marais alcalin et parfois à des groupements plutôt de type mégaforbier.
Cette tourbière se caractérise également par une forte dégradation de sa tourbe. Sur les 70 premiers centimètres, on observe de la tourbe qui est vraiment saprique, de très très mauvaise qualité. D'ailleurs, on peut faire l'hypothèse, même on a plutôt des preuves probantes, qu'on a déjà des quantités de tourbe assez importantes qui ont disparu. Sur cette photo, vous avez en fait un regard qui permet d'accéder au réseau d'assainissement, parce que le réseau d'assainissement du village en fait, passe à travers la tourbière. On a des données qui on connaît même les personnes qui ont posé ces canalisations. Il y a près de 30 ans, ils avaient posé ce regard au niveau du sol. Or aujourd'hui, le regard est à 80 cm au-dessus du niveau du sol, ce qui nous permet aisément de dire que finalement, en l'espace de 30 ans, voire moins, on a 80 cm de tourbe qui a été dégradée, minéralisée, et donc qui s'est échappée dans l'atmosphère. Alors la faute, encore une fois, on va dire à l'homme, puisque l'homme a largement drainé le site, avec notamment ce grand fossé central qui alimentait, il y a déjà 200 ans, un ancien moulin de scierie. Puis après, par d'autres tentatives de drainage en vue de faire paître des animaux. Alors je vais revenir sur ce fossé central. Ce qui est impressionnant, c'est sa taille. Il fait 2,50 m de largeur, il fait 1,50 m de profondeur. Et en fait, il permet... l'originalité du site, c'est que tous les fossés de drainage ont comme exutoire une perte qui a été retravaillée par l'homme, bien souvent agrandie. Si bien qu'aujourd'hui, en plus d'avoir drainé la zone, ces fossés ont également, on va dire, séparé le bassin versant, donc émancipé une partie, séparer les différents hydrosystèmes. Donc là, on séparait cette partie nord de la tourbière de sa partie sud, donc empêchant finalement le bassin versant d'origine de venir alimenter la partie nord de la tourbière. Donc aux eaux qui alimentent la partie sud de la tourbière de venir profiter à la partie nord, et inversement aux eaux du lac de venir profiter à la partie sud de la tourbière. Donc je finirai sur une dernière observation. C'est quelque chose qu'on observe sur d'autres sites sur le massif jurassien. C'est qu'en cas de précipitation très importante, quand le karst finalement se met en charge, on a un phénomène assez intriguant, c'est que les pertes deviennent des sources. C'est-à-dire qu'elles sont émissives. On l'a observé ici sur la tourbière donc sud du lac de Malpa. Donc l'exutoire devient source à certaines périodes de l'année. Et donc je finirai sur cette question en guise d'ouverture. Donc ces tourbières, elles ont évolué au cours du temps, on a pu le voir, en passant d'un stade où l'alimentation majoritaire est plutôt d'origine minérotrophique, à une alimentation au niveau de la nappe de surface majoritairement météorique aujourd'hui. Mais donc ces tourbières ont évolué, mais le substratum également. On a le droit de se demander comment était finalement le karst il y a plusieurs millénaires. Et est-ce que finalement les pertes qu'on observe aujourd'hui ne sont pas comportées comme des pertes il y a encore quelques millénaires. Voilà, merci de votre attention.